Bon après-midi tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Je souhaiterais en fait même vous souhaiter une bonne fin de semaine. Vous souhaiter du courage pour terminer l'après-midi en ma présence. Puis comme on est déjà près de la fin de semaine, vous avez le droit de vous ouvrir une petite verre de vin pour ceux qui sont à la maison. Puis d'essayer de garder le prochain 45 minutes. Vous allez voir qu'est-ce que le titre de la présentation a l'air un petit peu prétentieux, mais ça veut plutôt être un souhait de vers où on est en train de travailler et vers où on veut aller. Je vais vous permettre de réfléchir avec moi sur les différentes façons de faire. Et ça fait pratiquement 30 ans que je pratique. Puis, pour la neurologie, au fil des années, on a eu la chance de relever plusieurs défis. Le défi qu'on a devant nous actuellement dans la gestion de la migraine au Québec est un défi quand même de grande taille, mais on en a eu différents défis au Québec au fil des années. Puis, je vais faire des parallèles avec les défis qu'on a vécus. D'emblée, je vais vous parler de la divulgation du conférencier. Là, dans ce cas-ci, j'en ai aucun. J'ai toujours eu un libre contenu de mes présentations éducatives dans quelques domaines que ce soit, mais j'ai évidemment eu plusieurs présentations pharmaceutiques auxquelles j'ai eu des revenus aussi en recherche, etc., mais rien qui a à voir avec la conférence d'aujourd'hui. Les objectifs, en fait, c'est vraiment de regarder l'approche qu'on devrait avoir au cours des prochaines années dans le secteur de la céphalée, de la migraine, discuter du travail intégré qu'on peut avoir avec la première ligne, les défis auxquels on fait déjà face, de se rendre compte que comme médecin spécialiste ou comme médecin en première ligne, on a appris à se rendre compte qu'on ne travaille pas seul. Il y a d'autres spécialistes dans nos secteurs, d'autres intervenants, des infirmières, des pharmaciens qui peuvent nous donner un bon coup de main aussi dans la prise en charge de plusieurs pathologies. Je vais parler aussi du développement de certaines techniques, dont la technologie numérique, puis comment qu'on pourrait l'appliquer en migraine quand on parle du conseil numérique ou de la consultation asynchrone. Il y a des choses que j'ai déjà commencé à travailler déjà depuis 2 ans. Il y a des choses qui sont en plein développement. Sur ces objectifs-là, François Evoy, qui est notre président de l'Association des neurologues du Québec, a décidé de former un comité scientifique sur la céphalée, dont Dr Leroux fait partie, dont Marie-Ève Arsenault fait partie, Dr Stéphane Ledoux, Dr François Perrault. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Moi-même. Et donc, on s'est attardé à essayer de trouver quels étaient les problématiques, les défis auxquels on fait face, puis comment essayer de tenter de les résoudre. D'abord, premier constat, c'est que la pathologie de la migraine puis des autres céphalées primaires dépasse la capacité d'accueil en neurologie. Ça, c'est assez clair. Quand on regarde selon les indications CRDS, les indications, en fait, si on parle de migraine avec échec au traitement abortif et à 2 traitements prophylactiques, c'est des conditions qui sont en fait souvent non respectées et souvent les demandes dépassent largement cette indication-là. Et quand on parle des autres céphalées primaires, habituellement, ils sont classés E et bien souvent, il y a un très, très faible accès au CRDS-E. Et évidemment, dans les dans les céphalées trigémino-autonomiques, le Horton, qui est quand même une pathologie plus rare, les névralgies du trijumeau, qui sont aussi plus rares en fait. Curieusement, depuis que le CRDS a été créé, il y a eu comme un surdiagnostic de névralgie du trijumeau pour qu'on voit ces patients-là plus rapidement alors qu'ils n'en souffrent pas, alors que bien souvent, c'est pas des névralgies du trijumeau, mais autre chose. Donc, dans les problèmes observés, d'abord, il est clair qu'on vit une période de chamboulement, si on veut, de développement. Puis je pense que pour avoir parlé avec plusieurs de mes collègues, dont Dr Leroux, Dr Pim, on est dans des périodes où s'occuper des patients migraineux, c'est plus le fun que c'était, en fait. Je pense qu'on a plusieurs avenues thérapeutiques. En fait, l'arsenal thérapeutique, elle évolue plus rapidement que la capacité de prise en charge. Puis ça, déjà, en partant, c'est un énorme défi.
On se rend compte que dans la population aussi des médecins qui voient des patients avec migraine, les choix dans les traitements préventifs, quand on parle de migraine épisodique fréquente, de migraine chronique, les connaissances sont parfois un peu limitées. On se rend compte qu'il y a une sous-utilisation des outils de quantification quand on parle d'utilisation en fait des calendriers de migraine ou même des échelles de qualité de vie, puis comment s'en servir et pourquoi s'en servir. Ça, c'est clairement une problématique aussi. Pour le neurologue, celui qui reçoit le patient en clinique spécialisée, les documents de référence sont souvent incomplets par rapport à ce qui a été tenté dans le passé. Souvent, c'est marqué « a tout essayé », mais a tout essayé, des fois, ça nous prend une demi-heure juste à essayer de trouver c'était quoi qui a été essayé, quelles sont les complications des effets, l'efficacité des traitements antérieurs. Il y a peu de place aussi sur les conseils des choix thérapeutiques, par exemple, ou encore des alternatives de traitement, des problématiques, quand on parlait tantôt, on avait des questions par rapport à la grossesse, à une indication d'imagerie, à une trouvaille fortuite. Bien souvent, il y a des patients qu'on est demandé en consultation parce que il y a effectivement une trouvaille fortuite à l'imagerie. Il va attendre pratiquement 18 mois pour nous voir, pour se faire dire qu'il n'y a rien. Puis finalement, le patient il a passé 18 mois à se dire j'ai-tu attendu tout ce temps-là pour ça? Alors que dans le fond, c'était peut-être plus un conseil qu'on avait besoin. Puis évidemment, les conseils pour ceux qui font de la garde, se faire appeler quand tu es en train de faire une thrombectomie parce que un patient a une découverte fortuite en radiologie. C'est pas ce qu'on préfère, puis c'est pas ce que vous préférez les gens qui appellent non plus. Fait que donc, y a-t-il des alternatives pour demander des conseils? Ensuite, évidemment, les délais. Quand on a des patients qui sont en migraine épisodique fréquente, qui sont à risque de développer de la migraine chronique, plus on attend, moins bon est le pronostic, donc plus est grand le risque qu'on passe de migraine épisodique fréquente à migraine chronique. Il y a donc à ce moment-là un plus grand risque de surconsommation médicamenteuse, puis ça, c'est lié souvent à l'absence de prise en charge. Ensuite, on va le voir, on en a parlé dans différentes présentations ce matin, mais quand on parle de migraine, il y a un spectre à la migraine. Dans les cliniques spécialisées, il y a une surreprésentation de la migraine chronique. En première ligne, il y a de la migraine épisodique peu fréquente qui peut être effectivement prise en charge en première ligne, mais il y a aussi une grande proportion de patients qui se situent entre les deux, c'est-à-dire de la migraine épisodique fréquente, pour lequel il y a un impact fonctionnel qui peut être aussi important qu'en migraine chronique et dont le pronostic, en théorie, est meilleur qu'en migraine chronique. Alors qu'on a une surreprésentation de migraine chronique dans les cliniques spécialisées, une prise en charge parfois pas mal en migraine épisodique peu fréquente, puis beaucoup de patients migraineux épisodiques fréquents pour lesquels il y a un impact important, pour lequel il n'y a pas de traitement préventif adéquat de débuter ni de prise en charge et qui attendent souvent beaucoup trop longtemps avant de nous voir. Parmi ça, on a identifié des défis du côté du comité de l'ANQ. Puis on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et évidemment, je n'insisterai jamais assez sur, évidemment, vous ne seriez pas ici si vous ne croyez pas à cet élément-là. C'est-à-dire que l'éducation demeure encore comme une clé. Je pense qu'améliorer l'éducation en matière de la céphalée auprès des résidents, des médecins de famille et des neurologues, c'est important. Encore là, Dr Leroux je me souviens d'une présentation qu'elle a fait cette année dans laquelle elle a validé les objectifs auprès des facultés puis des départements de neurologie pour se rendre compte que la place à l'enseignement de la céphalée est pratiquement inexistante. C'est plus important probablement en neurologie de savoir comment s'occuper d'une amyotrophie spinale de type 2 que de s'occuper d'une migraine avec aura. Ça, c'est clair. Et quand on parle aux résidents, qu'on leur dit, par exemple, un migraine avec aura, tu pourrais utiliser du lamictal, ils n'en ont jamais entendu parler. Par contre, ils savent quelle est la molécule qu'on doit donner en amyotrophie spinale. Donc, à la base, il reste beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Il existe des ressources éducationnelles que vous avez entendu parler tantôt, importantes pour les patients. Et si les médecins ne les connaissent pas, évidemment, ils peuvent pas les promouvoir. Donc, en fait, il faut que les patients soient référés vers les bonnes ressources pour qu'ils prennent part à leur traitement et qu'ils comprennent un petit peu qu'est-ce qu'on fait et pourquoi qu'on choisit telle ou telle approche. Il faut améliorer l'accessibilité aux conseils diagnostiques et thérapeutiques, sélectionner avec précision les patients qui sont à référer en spécialité,
faciliter la prise en charge des cas réfractaires, identifier, comme on l'a fait tantôt quand on parlait des céphalées secondaires, les patients qui sont à risque de complications, puis savoir dépister les céphalées secondaires. Fait que si on met en place des moyens d'améliorer ou de prendre en charge les patients, il faut quand même pas passer à côté des cas qui pourraient être graves. Donc, en tant que tel, il faut être capable de bien dépister les patients. Ensuite, il faut faciliter les suivis thérapeutiques via les bons intervenants. Ça, je vais y revenir un peu plus loin, mais encore là, choisir une molécule, c'est peut-être la partie la plus facile. La maintenir pour un patient, c'est plus compliqué. Il y a des agents payeurs, les médicaments coûtent cher, on doit fournir des preuves d'efficacité. Puis si on n'a pas la façon de faire, ben c'est en fait souvent les patients pourront pas être pris en charge adéquatement. Il faut aussi mettre en place des mesures qui facilitent les communications entre les divers intervenants, puis valider la sécurité, comme je viens de dire, des mesures qui sont mises en place. Donc, encore une fois, faut revenir à l'éducation. Certaines personnes se reconnaîtront, mais encore une fois, il faut rendre, en fait, les programmes éducationnels obligatoires en résidence pour la médecine familiale puis la neurologie. C'est essentiel que les gens en première ligne puis les gens qui reçoivent les patients aient une formation qui soit supérieure, en fait, à ce qui est fait actuellement. Il faut favoriser les programmes accrédités en matière de céphalée pour les médecins, les infirmières, les pharmaciens de première ligne. Programme Mastermind, vous en avez entendu parler, c'est un programme accrédité, énormément d'informations dans ce programme-là. Puis c'est pas, en fait, je recommande aux gens en médecine familiale et en neurologie de le faire. Puis je pense qu'il faut le rendre obligatoire en résidence. Je passe d'emblée à un cas assez typique de ce qu'on a présenté tantôt et je vous explique ce genre de cas-là qui souvent ne se rend pas à nous. Donc, une jeune dame de 28 ans, enseignante au primaire, migraineuse depuis l'âge de 16 ans, bonne santé générale, migraine maternelle. Depuis 2 ans, ça va moins bien. Elle rapporte des impacts fonctionnels plus importants. Il y a un changement d'endroit de travail et peut-être un peu plus de stress dans sa vie aussi. Mais là, elle rapporte environ 3 épisodes de crise migraineuse par mois, mais qui sont quand même relativement réfractaires, c'est-à-dire qu'ils durent 48 à 72 heures, malgré qu'elle prend du zolmitriptan Peros et un AINS, dans ce cas-ci, du Naproxen qu'elle prend en combinaison. Elle est améliorée en général en 2 heures, mais il y a souvent une récurrence, ce qui fait qu'elle va en note souvent pour un bon 3 jours de maux de tête de façon successive. Et puis, elle estime au total de faire entre 10 et 15 jours de céphalée par mois. Elle manque du travail à peu près à chaque mois et plusieurs activités socio-familiales. Déjà, en partant là-dessus, un médecin de première ligne qui reçoit ça en première ligne, à notre avis, il faudrait favoriser une approche thérapeutique qui est mieux intégrée. La première des choses, quand on parle d'intégration, c'est qu'il n'y a pas seulement le médecin qui voit la personne en première ligne qui peut aider. On pense qu'il doit y avoir une intégration des infirmières en GMF et des pharmaciens. Il faut favoriser l'éducation à ce niveau-là. Du côté pharmacien, il demeure quand même toujours la pierre angulaire de la personne qui connaît le plus l'histoire pharmaceutique du patient. Si lui-même il connaît l'histoire pharmacologique du patient, il connaît mieux les indications thérapeutiques et l'histoire du patient, puis qu'il y a une meilleure communication avec eux. Déjà en partant, il y a certains choix plus faciles qui vont se faire. Avant de référer, par exemple, un patient pour un anti-CGRP, il peut d'emblée dire, ce patient-là, il n'y a pas d'indication anti-CGRP. Actuellement, il serait rendu à tel endroit, il faudrait qu'il essaye au moins un agent d'une autre classe. Donc, en tant que tel, le pharmacien peut nous aider à ce niveau-là, on va voir. L'éducation sur la pathologie migraineuse peut facilement être mieux donnée via une infirmière en GMF sur les facteurs déclenchants, les facteurs aggravants, sur certains risques de complications comme la céphalée de surconsommation. L'enseignement aussi peut être fait sur les approches thérapeutiques, tant au niveau de la médication en stade aigu, sur la nécessité de traiter une crise tôt et adéquatement le moins souvent possible et d'expliquer en quoi une thérapie préventive est utile. Je rejoins un petit peu ce qui a été mentionné tantôt quand Dr. Petitclerc parlait du pompier. Moi, personnellement, cette image-là, cette pratiquement métaphore, analogie, je la fais régulièrement avec mes patients parce que au départ, je parle tout le temps d'un pyromane qui est dans une ville et que ce pyromane-là allume
allume des maisons, met le feu à certaines maisons. Fait que quand que la maison brûle, en fait, on peut l'éteindre avec un anti-inflammatoire, c'est l'impact qu'on a sur l'inflammation, ou on peut éteindre l'allumette. Si on éteint l'allumette, on sauve la maison, on agit de façon abortive beaucoup plus tôt. C'est ce qu'on essaye de faire avec un triptan ou avec un GEPAN, c'est de traiter rapidement, tôt, le moins souvent possible, mais ça ne règle pas le problème du pyromane. C'est un pyromane dans la ville. Donc, si c'est un pyromane dans la ville qui allume des maisons en répétition, il faudrait bien comprendre pourquoi. Donc, il y a souvent des raisons. Il faut essayer de voir les facteurs, les comorbidités, les facteurs qui font en sorte que c'est plus fréquent. Et de là, s'il y a un traitement préventif pour éviter à allumer des cabanes dans la ville, ben on va travailler en prévention. Et ça, les patients comprennent cette analogie-là parce que bien souvent, on leur dit, vous prenez trop de médicaments, il y a un risque par rapport au nombre de médicaments que vous prenez, puis ils sortent de la clinique avec 3 nouveaux médicaments. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on fait. Évidemment, il faut aussi utiliser, comme on a mentionné, des outils qui vont faciliter notre vie. Des calendriers qui nous permettent de voir la fréquence, l'intensité, l'impact, l'impact sur la qualité de vie, pas comme les échelles qu'on parlera sur les qualités de vie dans quelques secondes. Et par la suite, ces échelles-là nous permettent de faire une meilleure évaluation, mais nous permettent aussi de valider nos essais thérapeutiques. Donc, en tant que tel, quand on veut maintenir une molécule en place, qui nous apparaît efficace, puis qu'on veut qu'un payeur nous rembourse la molécule, ben il faut être capable de valider nos essais en disant, regardez, ça marche, on a atteint 50% de réduction de fréquence, une amélioration sur l'impact sur la qualité de vie, et donc ça marche. Et idéalement, il faudrait améliorer, si on est comme ça, le lien entre la médecine spécialisée puis la première ligne, donc d'avoir un canal de communication. Idéalement, autre chose qu'un fax. L'historique pharmaceutique, comme j'ai mentionné, d'Alice, ça, déjà depuis 2020, le pharmacien l'avait. On sait qu'il est aux omitriptan, ID, et aux omitriptan en comprimés. On en prend une dizaine de comprimés par mois. L'utilisait, j'ai dit naproxen tantôt, mais ici, c'était de l'Advil, qu'elle prend quand même en association avec son zolmitriptan. Elle a déjà tenté le Nadolol pendant 2 ans sans grand succès. Elle est actuellement sous amitriptyline à 75 mg. Elle est enseignante. Elle se sent déjà un peu ralentie avec la molécule. Puis est sous ALS. Fait que la question en tant que telle, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que c'est une référence en neurologie obligatoire? Est-ce que on peut améliorer cette prise en charge à ce stade-ci rapidement? Et comme j'ai mentionné, d'abord, le patient doit comprendre. Compréhension de son problème est essentielle. Faut qu'il soit capable de reconnaître c'est quoi les facteurs déclenchants, les conditions associées. Faut le diriger vers le calendrier électronique, c'était mentionné tantôt. Puis, pour les mêmes raisons que je vous ai mentionnées, tant pour valider la fréquence, la gravité, les médicaments utilisés, la fréquence des médicaments utilisés, l'efficacité des médicaments utilisés, puis le pattern aussi de la fréquence des crises, où on va voir à l'intérieur du calendrier parfois des patterns qui peuvent être hormonal, saisonnier, relié à l'hygiène de vie, ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher à ce niveau-là. Fait que donc, calendrier, évidemment, il y a la version papier qui n'est pas la plus recommandée aujourd'hui. Il y a évidemment l'application mobile. On en a parlé tantôt avec le Migraine Tracker, le Canadian Migraine Tracker aussi, qui est la version française. Et ça nous est extrêmement utile dans le suivi. Les échelles de qualité de vie. Pourquoi? Parce que bien souvent, des fois, il va y avoir des impacts sur la fréquence, mais il faut aussi valider. On a les deux plus utilisés de mon côté, c'est le HIT6 et le MIDAS. Les deux regardent des choses des fois un petit peu différentes, c'est-à-dire les impacts fonctionnels, mais en même temps les impacts de sévérité de la pathologie migraineuse. Et encore une fois, par exemple, sur le HIT6, un gain de 5 points sur une échelle de 78 va être considéré comme un gain qui est statistiquement positif. Donc, en tant que tel, si vous envoyez, par exemple, une réduction de 50% de la fréquence des crises depuis 3 mois avec un traitement préventif, une amélioration de 5 points sur le HIT6, ben, actuellement, vous avez des critères pour maintenir une molécule préventive en place. Puis le calendrier, le patient le fait lui-même. Il peut être interprété quand il vous voit. Le HIT6 peut être donné par votre infirmière, peut être rempli dans la salle d'attente, il peut rentrer dans votre bureau avec déjà son questionnaire pré-rempli. Puis déjà, vous avez une bonne partie du travail de fait assez rapidement. Alice au calendrier, pour vous donner de quoi, ben là, une fois qu'on dit, on la voit 3 mois, elle a fait un calendrier, ben elle a en moyenne une dizaine de jours de migraine par mois, donc elle a un MMD que je mets dans mes dossiers, qui est le Monthly Migraine Day,
qui est à 10. Fait qu'elle a 10 jours de migraine en moyenne par mois, dont 8 sont de numéro 2 ou 3. Fait que pour moi, les numéros 1, 2 et 3 sont assez simples. 1, tu as mal à la tête léger, tu n'as pas nécessairement besoin de prendre une médication. 2, tu as un impact fonctionnel, puis tu prends un traitement, puis t'es ralenti dans ton fonctionnement. 3, t'es couché, tu fonctionnes pas. Fait que c'est assez simple pour le patient à remplir. Elle en a déjà 8, qui est de 2 à 3. 8 jours où elle est à 2 ou 3. Elle manque 2 jours de travail par mois, plus des activités socio-familiales. Elle utilise 8 jours de triptyque par mois, 10 jours de INS. Elle a un impact fonctionnel majeur sur le HIT-6 à 64-78, même si c'est une migraine épisodique, passe à score en migraine 4 dans son échelle de qualité de vie sur le MIDAS. Fait qu'elle est en migraine épisodique réfractaire sévère. On envoie ça du côté du CRDS, risque de prendre plus d'1 an avant qu'on la voie. Fait que est-ce qu'on a moyen de faire mieux? Traitement abortif, d'abord, est-tu adéquat? Hein? Est aux omitriptan plus ibuprofène, ça dure 3 jours. Est-ce qu'il y a une indication de changer de triptan? Est-ce qu'il y a une indication de tenter un autre triptan, d'aller avec l'intranasal, l'associer avec un anti-inflammatoire? Il y a différentes options qu'on a là. Il y a un conseil qu'on peut donner à cette patiente-là rapidement. Le traitement préventif, on est-tu rendu à un anti-CGRP, la toxine botulinique? Qu'est-ce qu'on devrait théoriquement, selon les payeurs, aller d'emblée vers le topiramate, avec tout ce qu'on a dit auparavant. Quand on regarde les number need to hurt, c'est-à-dire puis les number need to treat, ben en général, le topiramate, c'est un agent qui fonctionne quand même assez bien en général, mais pour lequel il y a un profil d'effet secondaire plus important. Est-il indiqué en migraine chronique? Oui. Est-ce qu'il devrait être il devrait être utilisé en migraine épisodique avant un agent comme un GEPAN ou un anti-CGRP? Ben en fait, quand je regarde le profil de mes patients, peut-être le plan pharmacoéconomique, mais sur le plan diminuer le risque d'avoir des effets secondaires, à mon avis, non. Donc, à ce niveau-ci, il y a comme encore des choses à développer, à regarder. On a donc regardé le développement. J'ai commencé à travailler là-dessus avec ma consoeur, Dr. Annie Guillemette, en 2017, puis un pharmacien GMF, Dr. Stéphane Côté, a essayé de développer des algorithmes de traitement qu'on voulait destiner en prise en charge en première ligne, qui voulait simple, non exhaustif, modifiable par la science, parce que si on met un algorithme, il y a tout le temps des changements constamment. Fait qu'il faut le rendre modifiable. Faut rappeler les symptômes, les signes d'alerte, utiliser classiquement nos traitements abortifs les plus fréquents, leur indication, d'être capable de séparer la migraine épisodique de la migraine chronique, puis de donner des options en migraine menstruelle pour la grossesse, pour l'allaitement, la pédiatrie, de fournir les outils d'évaluation des réponses thérapeutiques, puis de rappeler les indications des divers remboursements pour les molécules, disons, qui sont actuellement en deuxième ligne, comme les anti-CGRP, les GEPAN ou la toxine. Fait qu'on a créé cet algorithme-là, qu'on a fourni à plusieurs GMF dans notre région. Là-dedans, on avait d'un côté les drapeaux rouges, les signes d'alerte. On avait divisé les cas de migraine épisodique, migraine chronique. On avait introduit des notions sur la migraine menstruelle, sur la grossesse, puis référé, puis développé des documents. Fait que c'est un document qui est utile. Mais encore là, ça dépend. Il y a des médecins qui aiment bien les algorithmes, il y en a d'autres qui aiment pas ça. Fait que je pense qu'il faut aller au-delà de ça parce qu'il y a déjà des outils existants, comme on a vu avec Mastermind, il y a déjà d'autres possibilités qu'on voyait qui pouvaient être développées. Fait que on a fait les mêmes algorithmes, comme on a dit, pour les contraceptifs oraux, avec la sempiternelle question là, sur le risque d'AVC, puis les contraceptifs oraux, puis les chiffres. On a essayé de simplifier ça, puis de trouver les options, puis de fournir ça à la première ligne pour diminuer au total la fréquence des demandes de consultation. Mais on s'est dit qu'au final, il serait aussi important de développer d'autres options de consultation. Le conseil numérique, que j'utilise déjà depuis bientôt 3 ans. Le conseil numérique, qui est un conseil qui est donné de médecin à médecin, qui évite la plateforme téléphonique, mais qui nous pose une question qui devrait être simple. Je vais y venir après. La consultation asynchrone, qui est en développement, qui n'est pas existant encore.
mais pour lequel le comité travaille avec la FMSQ, puis évidemment la RAMQ, puis de rendre ça couvert, puis en même temps, faut aussi s'assurer que c'est sécuritaire. Évidemment, la consultation traditionnelle. Idéalement, ces 3 options de consultation-là sur une même plateforme. Actuellement, au ministère, on s'est rendu compte que les 3 conseils sont en développement et existent. Évidemment, on a le CRDS avec la consultation traditionnelle, la consultation asynchrone, qui est un groupe qui travaille, puis la consultation numérique qui actuellement se fait sur la plateforme Saphir, qui est un autre groupe de travail. On a demandé au ministère, il n'y aurait pas moyen de travailler tout le monde ça ensemble, parce que nous autres, moi, si j'étais omnipraticien, là, j'aimerais ça ouvrir mon ordi et avoir la possibilité d'avoir les 3 options sur une application, et non pas 3 applications avec des options différentes. C'est notre souhait, c'est le souhait de l'ANQ, mais on n'est pas rendu là encore. Là, on travaille avec un ministère qui a 3 groupes de travail. Les défis, on en a relevé, je l'ai dit tantôt. On a relevé les défis, si vous vous rappelez, dans les années 2000, la prise en charge des troubles neurocognitifs. Donc, les troubles neurocognitifs dépassaient largement la capacité d'accueil en neurologie. On a travaillé avec la téléthrombolyse pour rendre accessible la possibilité de faire de la thrombolyse partout, ce qui n'était pas possible. Là, on a le défi de la thrombectomie. La thrombectomie, là, on est pris par des enjeux régionaux. C'est pas accessible partout au Québec. Est-ce qu'on va être capable de relever ce défi-là? Ça en est un autre défi. La migraine en est un autre. Et effectivement, à ce niveau-là, on pense que les différentes options de travail pour ces patients-là pourraient nous être utiles. Le conseil numérique, ça va bien. Le conseil numérique, c'est un système question-réponse. Il y a un médecin désigné dans un secteur. On est quelques neurologues au Québec à avoir commencé à travailler à ce niveau-là. C'est plus populaire en dermatologie actuellement. Ça va bien, une photo, je réponds, conseil. Mais ici, on pense que dans le conseil numérique, en ce qui a trait à la migraine, il y a beaucoup de questions qui peuvent être ciblées. Je donne des exemples de migraine chronique, grossesse, risque de complications migraine, contraception, les indications d'imagerie dans un contexte, l'utilisation d'un triptan chez un patient vasculaire, le choix d'un traitement préventif, les comorbidités. Donc, c'est des choses des fois qui sont assez courtes, qui devraient être un conseil et non pas une prise en charge et non pas une consultation. La réponse doit être ciblée. Elle doit nous prendre, en tant que répondant, moins de 12 minutes à formuler. Elle peut être référée à des annexes. On peut avoir, via le Saphir, la possibilité de voir les images des patients qui ont été imagés et de donner notre opinion. Il y a un code de RAMQ qui est déjà approuvé. Je regarde dans l'année dernière en fait, à la fin 2021 jusqu'à presque la fin de l'année 2022, on a répertorié 120 conseils numériques qu'on avait donnés. Puis vous voyez que les conseils numériques n'étaient pas ciblés essentiellement que pour la migraine, mais c'était à peu près 15% des demandes qui étaient vraiment ciblées à la migraine, presque 25% qui étaient ciblées à de l'imagerie quand même. Là-dedans, évidemment, il y avait un peu de tout en soi, des effets secondaires, des questions par rapport à l'AVC, des questions par rapport à des troubles neurocognitifs. Mais on a calculé quand même que ces 120 conseils-là avaient pu probablement éviter 120 consultations. En fait, qui étaient des choses où bien souvent, on pouvait répondre simplement, rapidement, et pour lesquelles on pense qu'on pouvait satisfaire. Je vous ai mis là, texte intégral avec faute d'orthographe incluse, des exemples de conseils numériques assez classiques qui nous ont été demandés, comme ici, patient de 17 ans évalué en neuropédiatrie, des épisodes vertigineux associés à des migraines. On a parlé d'un diagnostic de migraine vertigineuse selon le rapport de consultation. Elle a déjà vu même le neurologue. À prendre contraception, donc Lolo. Et là, on se demande, est-ce que la migraine vertigineuse est une contre-indication à la contraception orale combinée? Est-ce que c'est un aura, la migraine avec vertige? Est-ce qu'elle peut poursuivre sa contraception? Ça, c'est un conseil. Est-ce que cette jeune fille-là de 17 ans doit attendre 1 an et demi pour une consultation en neurologie? Ou est-ce qu'on est capable de répondre? Au deuxième, ici, on a un patient qui est clairement migraineux, qui répond au triptan, qui a une notion de TCC, qui a eu un IRM où on parle de hyperostose frontale. Donc, on nous demande, puis là, il y a un TDM qui fait en 2013 qui faisait possible méningiome. Y a-t-il un suivi à faire? Sa demande d'assurance vie a été refusée. Y a-t-il un impact sur la longévité ou les complications associées à l'hyperostose frontale? Est-ce que ce patient-là doit attendre 1 an et demi ou on peut répondre? OK, et je vois quelques
quelques mes confrères avec des grands sourires. Mais ça, c'est des vraies questions, c'est des vrais patients qui, théoriquement, auraient été placés probablement, dans le CRDS et attendraient 1 an et demi avant qu'on les voit. Ici, autre cas un peu plus vasculaire, patient de migraine avec des symptômes neurologiques assez clairs pour lequel on se questionnait sur une contre-indication relative au triptan parce que la patiente est sous Eliquis. Puis elle est sous Eliquis pour un syndrome de May-Turner, qui est une compression en fait de mécanique de sa veine iliaque là, qui l'amène à avoir une anticoagulation. Puis comme elle avait répété, c'est une anticoagulation à long terme. Puis on se disait, c'est une contre-indication au triptan. T'sais, alors que c'est clair que c'est non, que c'est pas une contre-indication. Cette patiente-là, évidemment, consultation en neurologie demandée, pratiquement non urgent. Encore une fois, va être 1 an et demi à avoir ces migraines qui sont traitées seulement avec anti-inflammatoires, alors que la réponse aurait pu être assez simple. Il nous prend 5 minutes à répondre. Puis je pense pas que c'est au neurologue qui fait la thrombectomie de répondre à ça par téléphone. Donc, du côté du conseil numérique, on a dit il faut, puis on travaille là-dessus actuellement, essayer de trouver une façon de répondre simplement, d'améliorer ce qu'on voulait mettre dans l'algorithme, mais de créer une bibliothèque questions-réponses en céphalie primaire ou d'annexer des possibilités aux gens d'aller travailler sur leur éducation, d'avoir réponse à leurs questions. Fait qu'on a travaillé sur une bibliothèque de réponses avec sur la migraine avec et sans aura, sur les auras, sur les red flags, sur les découvertes fortuites en imagerie, certaines présentations comme les céphalies brutales, les céphalies coïtales, la maladie anévrismale, les névralgies, ou encore des circonstances cliniques particulières avec migraine, pédiatrie ou gériatrie, patients vasculaires, grossesse, allaitement. Donc, c'est un peu ce qu'on veut essayer de créer au comité, c'est via le conseil numérique d'avoir la possibilité de répondre aux questions, d'avoir des bibliothèques aussi de réponses qui permettent aussi aux gens d'avoir de l'information adéquate ou des référés vers les bons sites qui leur permettent d'avoir question à leur réponse. La consultation asynchrone, c'est un autre paire de manches. La consultation asynchrone, c'est une consultation entre un médecin référent et un médecin consultant. L'anamnèse, l'examen clinique est sous la responsabilité du demandeur. Donc, il vous fournit une histoire, il vous fournit un examen. Bien souvent, c'est straightforward, ce qu'on a pu voir à date dans nos essais. Puis, je vous dis qu'on l'a pas fait encore, mais via le conseil numérique, on s'est aperçu qu'il y a une bonne proportion de nos conseils numériques qui sont en fait des demandes de consultation asynchrone. Parce que là, les gens nous content une vraie histoire avec un examen clinique, puis ils veulent savoir quoi faire. Fait qu'à partir du moment où tu émets une opinion diagnostique, où tu proposes une investigation ou que tu as des options thérapeutiques à offrir, tu n'es plus seulement dans un conseil numérique, tu es dans un domaine de consultation asynchrone. C'est que tu as émis des diagnostics et une approche thérapeutique. Fait que si tu vas vers ça et tu prévois voir le patient dans un deuxième temps, ben tu peux raccourcir un peu les délais. Puis la question, c'est de le faire de façon sécuritaire avec l'histoire et l'examen qui t'est rapporté. Est-ce qu'on est capable d'améliorer cette prise en charge-là? Est-ce que à date, on serait capable, par exemple, d'aider des médecins de première ligne à initier des anti-CGRP ou des GEPAN de façon plus précoce? Est-ce qu'il y a moyen à l'intérieur de la consultation asynchrone de maintenir une ouverture de la communication? Donc, en tant que tel, d'avoir une idée entre les divers intervenants, que ce soit l'infirmière, le pharmacien, le médecin, d'avoir des outils qui permettent de garder ça ouvert. Et est-ce qu'il y a possibilité au Québec, puis j'en ai parlé encore très, très récemment avec Dr Leroux, d'avoir des sites au Québec spécialisés en migraine, que ce soit par exemple 5 au Québec, 2 à Montréal, 3 à l'extérieur, qui permettent de coacher avec des infirmières cliniciennes payées par l'hôpital, comme on a en clinique de sclérose en plaques, comme on a en clinique de vasculaire, des Roxane Cournoyer que je connais depuis 23 ans, qui était à Notre-Dame, qui travaillait comme infirmière en vasculaire, qui a donné place à beaucoup de développement en vasculaire, des infirmières cliniciennes en sclérose en plaques, il y en a à peu près 24 au Québec qui se sont regroupées
puis qui offrent un service incroyable à nos patients de sclérose en plaques. Y a-t-il moyen d'avoir des infirmières cliniciennes qui travaillent dans ce domaine-là, qui nous donnent un coup de main, puis qui coachent des infirmières de première ligne sur la prise en charge, puis sur des conseils, puis travailler avec les intervenants? Ben, en fait, c'est ça où on pense qu'il y a peut-être un avenir au Québec à développer. Donc, dans les opinions ici, ces opinions-là nous permettraient, dans un conseil asynchrone, si c'est possible, de donner des opinions diagnostiques et des indications d'investigation, des options thérapeutiques, des options de suivi, puis de garder le travail de façon ouverte entre les divers intervenants. À date, je vous en ai parlé il y a 2 secondes, entre le conseil et la consultation asynchrone, sur les 120 cas qu'on a revisés, qu'on a fait l'année dernière, finalement, sur les 120, il y en avait 82 qui étaient beaucoup plus de type conseil numérique. Il y en a 89 qu'on a à l'intérieur de notre réponse suggéré de ne pas faire de référence en neurologie, qu'on pense que ça pouvait se régler avec le conseil qui avait été donné. Dans le type de demande de conseil numérique qui ressemblait plus à une consultation asynchrone. C'était 38 sur 120 qui étaient de ce type-là, principalement en migraine, en épilepsie ou en troubles du mouvement, ou encore en imagerie. Il y en a pratiquement 65 qu'on a suggéré qui est quand même la référence en neurologie, mais pour lequel on a pu donner un conseil ou un avenue dans l'attente. Donc, c'est des choses qui, je pense, qui peuvent être effectivement intéressantes. Les objectifs du ministère, initialement, quand on a mis ça sur place, c'était avec la migraine, avec le conseil numérique, éventuellement la consultation synchrone, de réduire de 10 de réduire de 30 les consultations traditionnelles, en considérant qu'il y en avait à peu près 10 qui étaient déjà non indiquées, 5 à 10 qui pourraient être réglés via le conseil numérique, puis 15 à 20 qui pourraient être vus en consultation asynchrone, dont 50 de ce 15 à 20 %-là sans visite subséquente. Donc, au total, ça donnait une hypothèse d'à peu près 30 Pour ce qui est de la migraine, ma prédiction, c'est qu'avec le développement de l'arsenal thérapeutique qu'on a vu depuis 5 ans, j'ai pas l'impression que la demande de consultation en migraine est partie pour réduire. J'ai l'impression qu'elle est partie pour augmenter parce qu'on a un arsenal thérapeutique vraiment intéressant. C'est vraiment plus le fun de prendre en charge ces patients-là, mais ça n'a pas amélioré notre capacité de prise en charge. Donc, il va vraiment falloir trouver des façons, si on veut, offrir aux patients une approche adéquate de traitement, trouver des alternatives. Puis c'est un petit peu ça le but de ce dernier 45 minutes-là, de vous parler sur quoi on travaille actuellement en groupe. J'en viens à mes questions. Questions simples, il n'y a pas de grosse pogne là-dedans. Concernant la référence de la migraine en neurologie, il est actuellement vrai de dire A, l'accessibilité est limitée pour l'indication migraine réfractaire. B, les références via le CRDS permettent de faire rapidement un choix thérapeutique aigu ou de répondre aux contre-indications et alternatives de traitement en approche préventive. 3, la prise en charge actuellement est multidisciplinaire et le rôle du pharmacien est bien défini. Elsa, j'attends ta main. C'est bon? Est-ce que ça apparaît ou je pèse quelque part? On attend. Ah, c'est bon. Effectivement. Mais écoute, la réponse est, de mon point de vue, A. Mais je pense que la prise en charge devrait devenir multidisciplinaire. Puis ça, c'est un souhait dans l'avenir. Lequel des outils, si vous m'avez suivi ici, n'est pas un outil de patient migraineux? L'échelle de Midas, le calendrier numérique, le questionnaire ETSIS ou l'échelle de Berg?
2. Parfait. Pour le calendrier numérique, j'aimerais peut-être rencontrer la personne. Je vous agace, je ne sais pas à qui je parle. Question 15. Ici, il est possible d'utiliser efficacement le conseil numérique, sauf dans lequel des cas suivants. Discuter des options de traitement de la migraine épisodique chez un patient avec antécédent d'AVC, de fournir les indications d'imagerie cérébrale chez un patient souffrant de céphalée, faire le suivi de traitement préventif d'anticorps monoclonal en traitement préventif de la migraine chronique, de fournir les indications thérapeutiques des GEPA en traitement de la migraine. Question qui peut nécessiter un peu de réflexion. Excellent. Effectivement, pour faire le suivi, en fait, le conseil numérique se veut, comme je dis, une approche qui est habituellement fermée, c'est-à-dire qu'on répond à une question dans le but de donner vraiment un conseil. On pense qu'éventuellement, quand il va avoir un travail à faire en suivi, il y a des éléments du conseil asynchrone qui va probablement se développer. Ça va pouvoir se travailler, on espère, en équipe, mais le conseil numérique est habituellement pas une façon de faire des suivis, là, bien entendu. Pour le reste, c'est vraiment des questions de fournir des options, des indications dans des situations précises. C'est des questions, comme j'ai répondu, c'est des questions-réponses fermées habituellement. Fait que je termine avec ça. Donc, à la base, là, c'est ce qu'on souhaite, beaucoup plus qu'actuellement ce qui est tout existant, mais c'est là-dessus que le comité de la NQ travaille. C'est là-dessus qu'on a commencé à travailler. Ça évolue lentement. Il y a beaucoup de choses à changer. Hein. Il faut changer la mentalité dans l'éducation. Il faut changer, favoriser l'éducation auprès comme j'ai dit, des résidents, favoriser l'éducation des intervenants qui sont déjà en place. Il faut obtenir des ressources. De notre côté, moi, j'ai la chance de travailler avec une infirmière clinicienne en migraine, tout comme des infirmières cliniciennes en sclérose en plaques. Je serais plus capable de faire mon travail si j'avais pas ces infirmières-là avec moi au quotidien. Ils me sauvent énormément de temps, donnent beaucoup d'enseignements aux patients, font beaucoup de prise en charge. Si je travaillais pas en équipe, là, ma vie serait une misère. Je serais déjà à la retraite. Donc, oui. Donc, il y a beaucoup de. Puis effectivement, les pharmaciens peuvent jouer un beaucoup plus grand rôle à notre point de vue actuellement, puis peuvent nous aider à obtenir des renseignements. Parmi les pharmaciens, je m'excuse pour ceux qui sont à l'écoute, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de personnalités obsessives. Et dans ce cas-ci, eux autres, d'être capables de voir que ça marche sur le calendrier ou ça marche pas, puis qu'est-ce qui a été tenté, puis qui a essayé 3 classes, là, sont capables de le voir rapidement dans leur dossier. Puis c'est des éléments qui peuvent nous être très, très utiles en première ligne comme en spécialité. Puis, je sais que pour ce qui est des technologies, s'il y a eu des bonnes et des mauvaises choses pendant la période COVID, le développement de la technologie numérique nous a appris à travailler un petit peu différemment. Je suis en neurologie, j'adore la sémiologie, j'adore examiner les patients, j'adore le contact humain. Mais il faut être conscient qu'avec la quantité de patients qu'on a actuellement, il faut être capable d'offrir un meilleur service par rapport à notre accessibilité. Fait qu'il faut en même temps être capable de trouver une façon de faire qui est mieux que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui.